La grande chambre du Conseil galactique se tut tandis que l'ambassadeur Alan Pierce montait à l'estrade. Il était fatigué. Les rides sur son visage trahissaient des années de batailles diplomatiques, toutes menées avec des mots plutôt que par les armes. Derrière lui, les drapeaux de 27 civilisations extraterrestres étaient parfaitement alignés. Le drapeau humain était le plus récent et le plus petit. Pierce observa les différents représentants extraterrestres à travers la salle. Certains avaient des yeux multiples, d'autres respiraient par des branchies, et quelques-uns flottaient dans des réservoirs spéciaux. Malgré leurs différences, ils partageaient tous un point commun, un regard de dédain lorsque les humains parlaient. Distingués représentants, commença Pierce d'une voix assurée, mais avec un ton que les membres du Conseil n'avaient jamais entendu auparavant. Depuis 70 ans, l'humanité respecte vos règles. Nous avons limité nos colonies comme ordonnées. Nous avons partagé notre technologie comme requis. Nous avons ouvert nos frontières comme exigé. Le représentant Zorak, un grand être insectoïde, comme exigé. Le représentant Zorik, un grand être insectoïde, claqua des mandibules dans ce qui passa pour un rire parmi ses semblables. Et pourtant vous avancez encore trop vite, humain. Votre espèce est comme un enfant qui joue avec le feu. Pierce hocha la tête, un léger sourire se dessinant. C'est peut-être ainsi que vous nous voyez, mais même les enfants grandissent. Il appuya sur le panneau de contrôle et des images apparurent sur les écrans géants de la chambre, des colonies humaines en feu le long du bord extérieur. Hommes, femmes et enfants fuyant des vaisseaux portant la marque du domaine Vorn. Ces attaques ont commencé il y a 3 mois, poursuivit Pierce. La Terre a sollicité l'aide de ce conseil. Notre demande a été rejetée. La situation des Vorn est complexe, répondit le représentant Eldar, sa peau bleue luisant doucement. Il y a des considérations diplomatiques. Des considérations diplomatiques. La voix de Pierce résonna dans la salle. 5000 colons humains étaient net morts. Les Vorn avaient de violer 13 dispositions distinctes du traité, et ce conseil n'avait rien fait. La salle s'embrassa de voix furieuses. Le président du conseil, un être gazeux enfermé dans une sphère flottante ornée, était rouge de colère. Ambassadeur Pierce, l'humanité connaissait les limites de sa protection en rejoignant le conseil. Vos colonies extérieures ont été établies avec l'idée qu'elles seraient sacrifiées si leur défense devenait difficile. Les paroles de Pierce réduisirent la chambre au silence. Nous n'y comprenions rien. Nancy Rivera, l'adjointe de Pierce, lui glissa un bloc de données. Il contenait un message du commandement terrestre. Autorisation accordée. Pierce prit une profonde inspiration. L'humanité avait rejoint ce conseil, persuadée qu'il représentait la meilleure voie pour une coexistence pacifique entre les étoiles. Nous avions tort. La sphère de confinement du président du conseil s'assombrit. Choisissez vos prochains mots avec soin, ambassadeur. Je parle avec toute l'autorité du gouvernement de la Terre unie, poursuivit Pierce. À partir de maintenant, l'humanité se retire officiellement du Conseil galactique, de ses traités et de tous les accords associés. La salle explosa de cris et de protestations. Plusieurs représentants se levèrent de leur siège, gesticulant sauvagement. « Vous ne pouvez pas partir comme ça !» hurla la représentante de Médusa, ses cheveux de serpent se tordant d'agitation. « Les sanctions économiques à elles seules paralyseront vos mondes. » Pierce sourit. « Nous avons calculé ces pénalités. Nous pouvons les supporter. Le Conseil ne protégera pas les systèmes indépendants. » Menaça l'ambassadeur Dracon, son visage écailleux virant à l'orange. « Vous affronterez les Vorins seuls. » « Nous les affrontons seuls depuis des mois, » répondit Pierce. « La seule différence, c'est que nous le ferons sans avoir une main attachée dans le dos. » Il rassembla ses papiers, tandis que Riverus se tenait à ses côtés. L'humanité rejoignait les étoiles dans l'espoir de trouver des amis. Au lieu de cela, nous avons trouvé des bureaucrates. Nous quittons ce conseil non pas avec colère, mais avec déception.
Alors que Pierce et Rivera se dirigeaient bientôt vers la sortie, le représentant de Zorak s'écria. « Vous reviendrez. Les humains se surestiment toujours. » Pierce s'arrêta sur le seuil. « Peut-être, mais souvenez-vous de ce jour, la plus grande erreur de ce conseil fut peut-être d'enseigner aux humains qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. » Les grandes portes se refermèrent derrière la délégation humaine, avec un bruit sourd qui résonna dans toute la salle. Dans le silence qui suivit, l'ancien observateur Trelan, dont l'espèce avait vu des civilisations s'élever et décliner pendant des millénaires, murmura à son assistant « Marqué aujourd'hui ». Les humains croient s'éloigner du Conseil, mais en réalité, ils marchent vers leur destinée. Et l'univers ne sera plus jamais le même. L'ambassade de la Terre sur Centauri Prime bourdonnait d'activité. Nancy Rivera observait le personnel préparer les dossiers, démonter le matériel de communication et se préparer au départ. Après 70 ans de présence diplomatique, l'humanité s'en allait. « Combien de temps encore ?» demanda-t-elle à son assistante. « Plus que 2 heures avant le dernier transport, madame », répondit-il en lui tendant un datapad. « Votre signature est requise. » Rivera signa les derniers protocoles diplomatiques qui mettaient officiellement fin à la participation humaine au Conseil. À travers les grandes fenêtres, elle pouvait voir des manifestants extraterrestres se rassembler devant les portes de l'ambassade. Certains portèrent des pancartes soutenant les humains, d'autres les condamnaient. « Ils ont peur », dit l'amiral Peter Gallagher en s'approchant d'elle. Son uniforme était impeccable, son expression sombre. « Peut-on les blâmer ?» répondit Rivero. Sans la protection du Conseil, nombre de ces mondes sont vulnérables. Gallagher hocha la tête. C'est pourquoi le Conseil fera de nous un exemple. Ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'une espèce puisse se porter mieux seule. Le dispositif de communication de l'amiral émit un bip. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Le Conseil a officiellement annoncé des sanctions contre la Terre et toutes les colonies humaines. Restrictions de voyage, embargos commerciaux, liste noire technologique. Rivera s'y attendait. À quel point ? Ils estiment une chute de 30% de notre économie en un an, a déclaré Gallagher. Le Conseil s'attend à ce que nous revenions en force d'ici 6 mois. Rivera sourit légèrement. Ils ne connaissent pas bien les humains, n'est-ce pas ? Dans les semaines qui ont suivi, l'humanité s'est repliée derrière ses frontières. Les observateurs du Conseil s'attendaient au chaos et à l'effondrement. Au lieu de cela, ils observèrent, confus, les humains travailler avec une remarquable unité. Sur la planète coloniale de New Montana, l'ingénieur en chef Donna Miller supervisait l'installation d'un nouveau réseau de défense planétaire. Son équipe travaillait jour et nuit, dans une course contre la montre. La puissance affichée était de 95%. Elle appela son assistant. C'est bien au-delà de la capacité prévue. Miller hocha la tête avec satisfaction. Le Conseil ne nous a jamais laissé construire ces appareils selon les spécifications complètes. Toujours une réglementation ou une restriction. Elle leva les yeux vers l'énorme canon de défense, maintenant bourdonnant d'énergie. Plus maintenant. L'amiral Gallagher se tenait sur le pont du vaisseau amiral terrestre Détermination. Devant lui, un écran holographique montrait le nouveau périmètre défensif établi autour de l'espace humain. Les vaisseaux se mirent en position, formant une barrière capable de détecter tout vaisseau en approche. « Le réseau de défense est opérationnel », annonça l'amiral à son commandant en second. « Toutes les colonies sont désormais connectées au réseau. » Gallagher étudia l'écran. « Et nos projets spéciaux. Ils avancent plus vite que prévu, monsieur. Sans la surveillance du Conseil, nos équipes de recherche ont réalisé des progrès remarquables. » L'amiral s'autorisa un léger sourire. « Bien. Nous aurons besoin de tous les atouts au retour des Vornes. Sur Terre, le gouvernement terrestre unifié a convoqué une session d'urgence. Les dirigeants de toutes les nations se sont réunis pour faire face à la nouvelle réalité de l'isolement de l'humanité. Les sanctions sont préjudiciables, a déclaré le ministre de l'Économie.
Des pénuries alimentaires ont été signalées dans 3 systèmes coloniaux. Les fournitures médicales s'épuisent dans 2 autres. Le ministre de la Défense hocha la tête. Le Conseil pense que cette pression nous obligera à reconsidérer notre position. La présidente Eleanor Garcia se leva. Malgré sa petite taille, sa présence imposait la présence. Nous leur montrerons alors comment les humains réagissent à la pression. Nous nous adaptons. Nous surmontons la pression. Elle se tourna vers le grand écran montrant les colonies terrestres réparties sur des dizaines de systèmes stellaires, la réorientation de la production agricole vers les colonies intérieures, la conversion d'usines de produits de luxe en fournitures médicales. Chaque monde humain doit devenir aussi autosuffisant que possible. Cela prendra du temps, a averti le ministre de l'Économie. Le temps, c'est la seule chose que le Conseil a mal calculée, a rétorqué Garcia. Ils pensent que nous prenons des décisions uniquement en fonction du confort immédiat. Ils ne comprennent pas que les humains peuvent endurer les épreuves pour une cause plus noble. Alors que l'humanité renforçait ses frontières et restructurait son économie, un malaise grandissait sur les mondes du Conseil. L'effondrement attendu de la civilisation humaine ne se produisit pas. Au contraire, les relevés des capteurs indiquaient une activité accrue dans l'espace humain, de nouvelles installations, des défenses renforcées et des vaisseaux de conception inhabituels. Dans les appartements privés du président du Conseil, les êtres les plus puissants de la galaxie se réunissaient en secret. Les humains étaient voués à l'échec, siffla l'ambassadeur Dracon. Pourtant, les rapports indiquent qu'ils s'adaptent rapidement à l'isolement. La peau bleue des représentants Eldar se crispe d'inquiétude. Peut-être les avons-nous sous-estimés. L'ancien observateur Trellin, invité à fournir un contexte historique, parla doucement. Ce ne serait pas la première fois qu'une espèce était jugée trop rapidement par ce conseil, mais rarement les conséquences avaient été aussi lourdes. Quelles conséquences ? Demanda le représentant Zorak. Elles sont contenues et sans importance. Les nombreux yeux du Trellin clignèrent lentement. L'avenir nous le dira. Mais n'oubliez pas que les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui sont acculés. 6 mois après le départ de l'humanité du Conseil galactique, l'alarme retentit sur la planète natale des Eldar. Les magnifiques cités de cristal, qui avaient connu la paix pendant des siècles, reflétaient désormais le feu du bombardement orbital. Ils sont arrivés sans prévenir, déclara le Premier ministre Eldar, la peau bleue pâle sous le choc. Nos défenses extérieures sont tombées en quelques minutes. La session d'urgence du Conseil avait été convoquée à la hâte. De nombreux représentants apparurent sous forme d'hologrammes, incapables de voyager en toute sécurité tandis que les vaisseaux Vorn traversaient l'espace du Conseil. Le système Actérie est tombé, rapporta l'ambassadeur Dracon. 3 milliards de vies perdues. Sa voix, habituellement fière, tremblait de chagrin. Les colonies médusiennes du bras spiral sont attaquées, ajouta un autre représentant. Leurs appels de détresse ont cessé il y a 2 heures. La sphère de confinement du président du Conseil vibrait d'anxiété. Comment est-ce possible? Les Vorns ne représentaient qu'une menace mineure aux frontières. Maintenant, ils attaquent avec des vaisseaux et des armes inédits. Ils ont évolué, dit le représentant Zorak. Leur biologie leur permet de s'adapter. Mais cela dépasse l'évolution naturelle. Sur les écrans entourant la salle du Conseil, des rapports affluaient de toute la galaxie. Le domaine Vorn, autrefois considéré comme une menace gérable, avait lancé une attaque massive et coordonnée contre plusieurs espèces. Les mondes du Conseil, bien apaisés après des millénaires de paix, constatèrent que leurs défenses étaient terriblement insuffisantes. Le docteur Olivia Russell étudia l'échantillon de tissu Vorn sous un puissant microscope dans son laboratoire terrestre. À la tête de la division xénobiologie terrestre, elle analysait tout ce que les humains savaient sur les Vorn depuis les premières attaques. « Ça n'a aucun sens », murmura-t-elle. « Regardez cette structure cellulaire. » Sam. Son assistante se pencha en avant. « C'est artificiel. » Russell hocha la tête d'un air sombre. Les Vorn n'ont pas évolué naturellement. Quelqu'un les a créés ainsi.
Elle désigna des marqueurs spécifiques dans l'ADN. Ces motifs sont artificiels. Les Vorn sont des armes biologiques. Avant que Sam puisse répondre, une alarme retentit. Le visage de l'amiral Gallater apparut sur l'écran de communication du laboratoire. « Dr. Russell, nous avons un problème. Des milliers de navires de réfugiés du Conseil approchent de nos défenses frontalières, fuyant l'avancée des Vorn. » Russell écarquilla les yeux. La situation est-elle si mauvaise? L'expression de Gallagher était sombre. Mauvaise. Les Vorn ont pris 17 systèmes majeurs la semaine dernière. La défense unifiée du Conseil est en ruine. Allons-nous laisser entrer les réfugiés? La question est actuellement débattue. Certains affirment que ce n'est pas notre problème. D'autres... L'amiral marqua une pause. D'autres se souviennent que nous faisions autrefois partie de cette communauté. Aux confins de l'espace humain, le commandant John Martinez observait les relevés des capteurs avec une inquiétude croissante. Son vaisseau de patrouille, le Sentinel, avait détecté une activité inhabituelle lorsque les premiers vaisseaux de réfugiés apparurent. « Combien » demanda-t-il à son officier des capteurs. « Plus de 300 vaisseaux, monsieur, pour la plupart civils. Nombre d'entre eux étaient endommagés, et les systèmes de survie étaient en panne sur au moins 40 navires. » Martinez fronça les sourcils. Le commandement terrestre n'avait encore donné aucune instruction sur la gestion des réfugiés. Le débat prendrait du temps. Ces gens n'en avaient pas le temps. « Connectez-moi au vaisseau de tête », ordonna-t-il. Un instant plus tard, le visage d'un capitaine médusin apparut à l'écran. Ses cheveux de serpent pendaient, signe d'une détresse extrême chez son espèce. Ici, le commandant Martinez de la flotte terrestre. Quelle est votre situation? Commandant. La voix du méduson se brisa. Nous transportons des familles de 3 mondes. Les Vorn, ils ne se contentent pas de tuer, ils récoltent. Ils prennent les plus forts pour leur matériel génétique et éliminent les autres. Martinez frissonna. À quel point sont-ils en retard sur vous? Des heures, peut-être moins. Nous implorons l'asile. Le Conseil nous a abandonnés. Martinez regarda son équipage. Il lut de la détermination dans leurs yeux. Ils se souvenaient tous du refus du Conseil d'aider les colonies humaines. Mais ils se souvenaient aussi de ce que signifiait être humain. « Nous vous escorterons en lieu sûr, » dit Martinez. « Transmettez immédiatement les besoins médicaux. » Alors que le vaisseau de Martinez emmenait les réfugiés vers l'espace humain, un croiseur de combat Vorn apparut aux confins du système. Il était massif, sa coque ressemblant à une carapace d'insecte devenue gigantesque. « Monsieur, » dit doucement l'officier d'armes, « nous sommes 10 fois moins nombreux. » Martinez hocha la tête. « Envoyez un message au commandement terrestre. Dites-leur que nous avons engagé l'ennemi pour protéger les réfugiés civils. » Il marqua une pause. « Et dites-leur que nous tiendrons position jusqu'à l'arrivée des renforts, ou jusqu'à ce que nous ne puissions plus combattre. » Le jeune officier déglutit difficilement, mais hocha la tête. « Tout le monde, à vos postes !» ordonna Martinez. « Les Vorn veulent voir de quoi les humains sont faits. Montrons-leur. » La session d'urgence du Conseil de direction de la Terre en était à sa 3e heure. Des rapports en provenance de la frontière défilaient sur les écrans, montrant le vaisseau du commandant Martinez, le Sentinelle, engagé contre les forces Vorn tout en protégeant les navires de réfugiés. « Il a outrepassé ses pouvoirs », a affirmé le ministre de la Défense William Grant. « Nous n'avons aucune obligation envers ces gens. Le Conseil a abandonné nos colonies alors qu'elles avaient besoin d'aide. L'ambassadeur Pierce, récemment rentré du Conseil, s'est levé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, le commandant Martinez a défendu nos principes les plus élevés. Ces réfugiés sont des civils, pas des élus du Conseil. Le président Garcio a suivi attentivement le débat. La décision qui leur était soumise n'était pas simple. Aider les réfugiés risquait d'entraîner l'humanité dans une guerre qu'elle avait évitée en quittant le Conseil. Les refouler allait à l'encontre de toutes les croyances humaines. Affichage montrant les structures de l'ADN des Vorn.
Les Vorn ne sont pas naturels. Ils ont été conçus comme des armes biologiques. Leur structure génétique leur permet d'absorber les caractéristiques des espèces qu'ils conquièrent. Par qui? Demandez à Garcia. Qui les a créés? Nous n'en sommes pas certains, admit Russell, mais les techniques d'ingénierie correspondent à celles utilisées par les races avancées du Conseil. Le silence retomba dans la salle. La secrétaire à la Défense, Laura Diaz, qui examinait discrètement les rapports de renseignement, prit la parole. Madame la Présidente, je crois pouvoir répondre à cette question. Elle tapota son bloc-notes et de nouvelles images apparurent. Notre réseau de renseignement a continué à fonctionner dans l'espace du Conseil. Nous avons intercepté des communications entre des membres de l'espèce Mithrid et ce qui semble être des commandants Vorn. Les Mithrid. Pierce écarquilla les yeux. Ils font partie des races fondatrices du Conseil, des scientifiques et diplomates respectés et apparemment créateurs d'armes vivantes, poursuivit Diaz. Tout porte à croire qu'ils développent les Vorins depuis des siècles, attendant le moment opportun pour les utiliser. L'amiral Galliet étudia les écrans tactiques. Le timing n'est pas une coïncidence. Ils attendirent que l'humanité quitte le Conseil. Ils savaient que nous étions les seuls à pouvoir reconnaître ce qu'ils faisaient. La présidente Garcia se leva et se dirigea vers le centre de la salle. Tout le monde se tut. L'humanité a quitté le Conseil parce qu'elle ne voulait pas nous protéger, dit-elle. Si nous refusons de protéger les autres, nous devenons ce que nous méprisions. Elle se tourna vers Gallagher. « Amiral, quelle force pouvons-nous envoyer en renfort au commandant Martinez ?» Gallagher se redressa. « La 5e flotte est la plus proche, Madame la Présidente. Mais, hésita-t-il, si nous engageons nos forces, nous révélons des capacités que nous avons cachées. » Garcia acquiesça. « Ainsi soit-il. Le temps de la dissimulation est révolu. » Dans l'obscurité de l'espace, le vaisseau du commandant Martinez trembla sous une nouvelle attaque étrangère. 3 de ses moteurs furent endommagés, ses boucliers presque épuisés. Derrière son vaisseau, le vaisseau de réfugiés peinait à atteindre le point de saut vers l'espace humain. « État d'avancement » demanda Martinez en essuyant le sang d'une coupure sur son front. Bouclier, c'est à 12%, rapporta son premier officier. Nous avons perdu des armes à bâbord, 10 minutes avant que les réfugiés ne soient en sécurité. On attend 10 minutes, dit simplement Martins. Soudain, son officier de communication leva les yeux, surpris. Monsieur, transmission entrante de la flotte terrienne. Avant que Martins puisse répondre, l'espace s'illumina autour d'eux. Une douzaine de vaisseaux humains apparurent, différents de tous ceux que le commandant avait vus auparavant. Ils étaient élancés, avec des coques aux formes qui semblaient courber la lumière autour d'eux. La voix de l'amiral Gallagher résonnait dans les haut-parleurs. « Commandant Martinez, ici l'amiral Gallagher, commandant de la 5e flotte. Vous en avez assez fait, mon fils. On prend le relais. » Les vaisseaux humains se déplaçaient à une vitesse incroyable, encerclant le croiseur Vorn. Leurs armes tiraient en parfaite coordination, perçant sans difficulté les défenses du vaisseau extraterrestre. Sur le pont de son vaisseau amiral, l'amiral Gallagher observait la bataille se dérouler. Déployer les disrupteurs de phase. Des impulsions d'énergie bleue jaillirent des vaisseaux humains entourant le vaisseau Vorn. Là où elles frappèrent, la coque vivante sembla se ratatiner et mourir. « Monsieur, » dit doucement son second, « les représentants du Conseil accompagnés des réfugiés verront notre technologie. » Gallagher hocha la tête. C'est là tout l'enjeu. La Terre a pris sa décision. Nous sommes en guerre, désormais. Il regarda le vaisseau Vorn se disloquer sous l'assaut humain. Et la galaxie est sur le point d'apprendre que s'en prendre à l'humanité était la pire erreur qu'elle puisse commettre. Alors que les vaisseaux de réfugiés entraient dans l'espace humain sous escorte, la nouvelle de la bataille se répandit rapidement. Sur le monde du Conseil, qui combattait encore les Vorn, les habitants contemplaient les étoiles avec une émotion nouvelle. L'espoir.
Le portail du Nexus scintillait tel un diamant massif dans l'espace. Pendant des siècles, il avait servi de plaque tournante reliant les principales voies de communication de la galaxie. Il était désormais le théâtre de la plus grande bataille spatiale de l'histoire galactique. L'amiral Gallagher se tenait sur la passerelle du vaisseau terrestre Détermination, observant sa flotte se mettre en position. L'opération Thunderstrike allait commencer. « À tous les navires, soyez prêts, amiral », dit son officier en second. Gallagher hocha la tête. « Et les forces du Conseil ?»« En position. » Mais l'officier hésita. Leur coordination est défaillante. Nombre de leurs vaisseaux utilisent des systèmes incompatibles. C'est pourquoi nous prenons le commandement de cette opération, a déclaré Gallagher. Les races du Conseil n'avaient jamais véritablement combattu ensemble auparavant. L'affichage tactique montrait plus de 200 vaisseaux Vorn approchant du Nexus. S'ils s'en emparaient, ils pourraient frapper n'importe où dans la galaxie en quelques heures. Derrière la flotte humaine, les vaisseaux restants du Conseil formaient une alliance fragile, de vieux rivaux contraints de collaborer pour survivre. « Lancez l'opération !» ordonna Gallagher. Les vaisseaux humains s'élancèrent, se divisant en groupes précis. Contrairement aux lignes de bataille rigides des tactiques du Conseil, les vaisseaux terrestres se déplaçaient selon des schémas fluides qui semblaient presque aléatoires aux observateurs. À bord d'un vaisseau de soutien du Conseil, des représentants extraterrestres observaient, confus. À bord d'un vaisseau de soutien du Conseil, des représentants extraterrestres observaient, perplexes. « Que font-ils » demanda l'amiral Eldar. « Leurs formations n'ont aucun sens. » Les officiers tactiques Dracons étudièrent les écrans. Ils s'adaptent. Chaque groupe avance indépendamment, mais de manière coordonnée. Dans la section ingénierie du destroyer humain gardien, l'ingénieur en chef Kyle Bennett achevait les derniers ajustements de son système expérimental. Pendant des mois, il avait travaillé sur une technologie capable de perturber la connexion mentale Vorn-Rush. Des disrupteurs à déphasage à pleine puissance, rapporta-t-il. « Prête à vos ordres. » La voix du capitaine résonna dans les haut-parleurs. « Vous êtes sûr que ça va marcher, Bennett ?» Bennett tapota la machinerie bourdonnante. « Vous êtes sûr que ça va marcher, Bennett ?» Bennett tapota la machinerie bourdonnante. « La théorie le dit. Mais nous ne l'avons jamais testé contre autant de Vorn à la fois. »« Eh bien, nous allons le découvrir, » répondit le capitaine. « Tenez-vous prêts. » La bataille éclata lorsque la première vague de vaisseaux Vorn attaqua la flotte humaine. Leurs vaisseaux biomécaniques lançaient des projectiles vivants qui cherchaient leurs cibles tels des prédateurs affamés. Mais les vaisseaux humains s'éloignèrent en dansant, leurs mouvements imprévisibles. Les tirs de riposte frappèrent avec précision, ciblant les points faibles de la biologie Vorn que le docteur l'équipe de Russell avait identifiés. Bennett ordonna alors au capitaine de se rapprocher à portée optimale. Bennett activa le système de déphasage. Des vagues d'énergie bleue se répandirent depuis les vaisseaux humains, balayant les vaisseaux Vorn. L'effet fut immédiat. L'attaque coordonnée des Vorn s'essouffla, leur connexion à l'esprit collectif se déformant. « Ça marche !» cria Bennett. L'amiral Gallagher observa les formations Vorn se disloquer, confuses. À tous les vaisseaux, prenez l'avantage. Ciblez leurs nœuds de commandement. Les vaisseaux humains s'élancèrent, armes à la main. Sans leur parfaite coordination, les Vorn se retrouvèrent débordés. Un à un, leurs vaisseaux succombèrent sous les attaques humaines précises. Depuis son vaisseau, à l'orée de la bataille, la capitaine Sofia Martinez observait un groupe de vaisseaux Vorn se détacher du combat principal. Ils accéléraient vers un monde conseil habité. Ils se dirigeaient vers Elysium, rapporta son officier tactique. 3 millions de civils se trouvèrent là-bas. Martinez vérifia ses écrans. Son vaisseau, le Defender, était le seul assez proche pour l'intercepter. « Placez-vous en position de blocage », ordonna-t-elle sans hésiter. Le capitaine, son premier officier, protesta. « Nous ne pouvons pas tous les arrêter seuls. » Martins le regarda dans les yeux. « Nous n'essayons pas de tous les arrêter. Nous gagnons du temps pour que les gens puissent évacuer.
Le Defender se précipita pour se positionner entre les vaisseaux Vorn et la planète sans défense. Martins a ouvert un canal vers la planète. Contrôle d'Elysium. Ici, le capitaine Martins de la flotte terrestre. Commencez l'évacuation immédiate de votre continent nord. Nous retiendrons les Vororn aussi longtemps que possible. Le défenseur a engagé les vaisseaux Vorn, attirant leurs tirs. Le plus petit vaisseau humain a pivoté, esquivant la plupart des attaques mais subissant de lourds dégâts. Brèche de coque sur les ponts 4 à 7, signala l'officier de contrôle des avaries. Bouclier défaillant. Martinez hocha calmement la tête. Poursuivre le tir. État de l'évacuation. Les transports sont lancés. Il leur faut encore 10 minutes. Alors, on leur donne 10 minutes, dit simplement Martinez. Depuis le navire amiral, l'amiral Gallagher assista à la lutte désespérée des défenseurs. Envoyez des renforts à Martinez immédiatement, ordonna-t-il. Mais tout le monde savait qu'il n'arriverait pas à temps. Les moteurs du Defender s'embrasèrent une dernière fois tandis que le capitaine Martinez prenait sa décision finale. Le vaisseau accéléra droit vers le plus grand vaisseau Vorn, son cœur de réacteur étant surchargé. L'explosion illumina l'espace telle une étoile naissante. Lorsqu'il disparut, le groupe d'attaque Vorn fut détruit, tout comme le défenseur. Mais les vaisseaux d'évacuation d'Elysium étaient sains et saufs, emportant des milliers de civils du Conseil. Sur la planète natale des Eldar, la nouvelle de la bataille se répandit rapidement. Dans la capitale, un groupe d'enfants déposa des fleurs sous un drapeau humain confectionné à la hâte. La victoire à la porte du Nexus changea le cours de la guerre. Pour la première fois, l'avancée des Vorns était stoppée. Mais pour le spécialiste Frank Wilson et son équipe, la véritable bataille ne faisait que commencer. Wilson vérifia une dernière fois sa combinaison furtive. La technologie de camouflage adaptatif le rendait quasiment invisible, même au capteur avancé du Mithrid. Son équipe de 5 personnes attendait en silence dans le petit vaisseau éclaireur qui dérivait vers la planète natale des Mithrid. « Souvenez-vous, » murmura Wilson à son équipe, « nous avons besoin de preuves de leur implication avec les Vorn. Rendez-vous au noyau de données central, téléchargez les fichiers et sortez. Pas d'héroïsme. » La femme à côté de lui hocha la tête. Et si les renseignements étaient erronés? Et si les Mithrid ne sont pas derrière tout ça? L'expression de Wilson était sombre. Alors nous devons le savoir aussi. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de réponses. Leur vaisseau a franchi les défenses extérieures de l'espace Mithrid. Les Mithrid étaient l'une des plus anciennes races du Conseil, respectées comme scientifiques et diplomates. Rares sont ceux qui croiraient qu'ils avaient créé les Vorn comme armes sans preuve absolue. De retour sur Terre, le docteur Russell travaillait frénétiquement dans son laboratoire. De nouveaux échantillons de tissus Vorn étaient arrivés de la bataille du Nexus, et ce qu'elle y découvrit la perturba profondément. Les Vorn évoluent trop vite, dit-elle à l'amiral Gallagher sur un canal sécurisé. Ces changements ne peuvent être naturels. Gallagher fronça les sourcils. Quelqu'un dirige leur évolution. Oui, répondit Russell. Et ces nouveaux échantillons montrent des marqueurs d'ADN Mithrid intégrés à la structure génétique des Vorn. Cela confirme nos soupçons. Soudain, des alarmes retentirent dans tout le réseau de défense terrestre. L'attention de Gallagher se porta sur un autre écran. « Que se passe-t-il » demanda Russell. Des signatures énergétiques inconnues apparurent dans tout l'espace du Conseil, répondit Gallagher d'une voix tendue. Des relevés de puissance massifs. Partout dans la galaxie, des plateformes d'armes cachées s'activèrent simultanément. Ils avaient été placés des années auparavant, déguisés en stations de recherche ou en relais de communication. Ils révélaient désormais leur véritable fonction. Lancer des faisceaux d'énergie dévastateurs sur des mondes peuplés. Le système d'alerte précoce de la Terre ne prévenait que quelques minutes à l'avance. Les grilles de défense s'activaient automatiquement dès la première attaque. Des boucliers énergétiques s'élevèrent au-dessus des grandes villes, absorbant l'impact. Dans la salle de guerre,
le président Garcia observait les rapports de dégâts afflués. Comment ces armes avaient-elles su passer le conseil? Le secrétaire à la défense Diaz étudia les affichages tactiques. Les Mithrids ont eu des siècles pour les placer. Personne ne remettait en question leur mission scientifique. Des pertes, demanda Garcia. Minimes, grâce à nos boucliers, répondit Diaz. Si seulement nous utilisions encore la technologie de défense approuvée par le Conseil. Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Sur la planète natale des Mithrids, Wilson et son équipe évoluaient silencieusement dans des couloirs obscurs. La sécurité des Mithrids était solide, mais concentrée sur l'extérieur, ne s'attendant pas à ce que des infiltrés atteignent leur sanctuaire. Corps central de données en avant, chuchota son spécialiste technique. Sécurité renforcée. Wilson hocha la tête. Procédure standard. Jones crée une diversion. Un membre de l'équipe s'éclipsa, tandis que Wilson et les autres attendaient. Quelques instants plus tard, l'alarme retentit dans une section éloignée du bâtiment. Les forces de sécurité se ruèrent sur le perturbateur. Maintenant, ordonna Wilson, ils pénétrèrent rapidement dans le centre de données. La spécialiste technique se connecta au système Mithrid, contournant les protocoles de sécurité. « J'y suis », dit-elle après quelques minutes de tension. Téléchargement en cours. Wilson montait la garde, son arme prête. « Qu'est-ce qu'on regarde ?» Ses yeux s'écarquillèrent tandis que les informations défilaient sur son écran. C'est plus important qu'on ne le pensait. Le projet Vorn remonte à 500 ans. Les Mithrids le planifient depuis des siècles. Planifier quoi exactement? La domination galactique. Mais ce n'est pas tout. Elle leva les yeux, le visage pâle. Ils utilisent les Vorn pour récolter des caractéristiques génétiques spécifiques chez chaque espèce intelligente. Une fois qu'ils auront ce dont ils ont besoin, les Vorn seront programmés pour éliminer toute autre forme de vie. Wilson frissonna. Pourquoi? Que pouvait bien valoir un tel génocide? Le spécialiste poursuivit sa lecture. Ils appellent cela l'ascension. Ils croient qu'en combinant certains éléments génétiques de toutes les espèces sensibles, ils peuvent évoluer vers des êtres supérieurs. Elle marqua une pause. Des êtres d'énergie pure, libérés de toute forme physique. Le spécialiste en technologie hocha la tête et se déconnecta du système. Tout, y compris les coordonnées de leur principal centre de recherche. Pendant leur fuite, Wilson contacta la Terre. Mission accomplie. Confirmation. Les Mithrids ont créé les Vorn et manipulent le Conseil depuis des siècles. Cette guerre n'est que la phase finale de leur plan. La voix de l'amiral Gallagher résonna, déformée par la distance. « Reviens-y ici, Wilson. Nous déclarons la guerre aux Mithrids. » La salle du Conseil était en proie au chaos. Les représentants s'accusaient mutuellement, tandis que des siècles de confiance volaient en éclats. Les preuves récupérées par l'équipe de Wilson se répandirent à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Les Mithrids, fondateurs et dirigeants respectés du Conseil, avaient conçu les Vorn comme armes et planifié l'extinction de toutes les autres espèces. L'ambassadrice Nancy Rivera observait le désordre depuis sa nouvelle position lors de la session d'urgence. La Terre n'avait plus de siège officiel, mais la crise exigeait une coopération. « Ce combat ne résout rien », dit-elle finalement, sa voix tranchant le brouhaha. La salle se tut, tous les regards se tournant vers le représentant humain. Les Mithrids nous ont tous trahis. À nous de décider. Combattons-nous ensemble ou mourrons-nous séparément? Un diplomate Eldar se leva. Que proposent les humains? Vous avez quitté le Conseil, et nous sommes de retour pour vous aider, répondit Rivara. Non pas pour rejoindre votre système défaillant, mais pour vous proposer un partenariat. La Terre partagera sa technologie défensive avec tout monde qui rejoindra notre coalition contre les Mithrids. Pourquoi devrions-nous faire confiance aux humains pour diriger? Demanda un représentant draconien. L'ancien observateur Trélin, qui parlait rarement, se leva lentement.
Car lorsque nous les avons abandonnés, ils ne nous ont pas abandonnés. Lorsque leur officier a sauvé Élysée, elle a prouvé que les humains se souviennent de la clémence, même lorsqu'ils ont été lésés. Ses nombreux yeux clignèrent lentement. C'est peut-être pour cela que les Mithrides les craignaient le plus. Un à un, les représentants promirent leur soutien, non pas au Conseil, mais à la coalition dirigée par les humains. Sur Terre, le docteur Russell travaillait jour et nuit dans son laboratoire. Les échantillons génétiques des Vorn détenaient la clé pour les arrêter. « J'ai isolé les séquences de contrôle », dit-elle au président Garcia. Les Mithrides utilisent une fréquence spécifique pour commander les Vorn. Si nous parvenions à le perturber complètement, les Vorn seraient libérés de tout contrôle, conclut Garcia. Seraient-ils toujours dangereux? Russell acquiesça. Oui, mais ils ne suivraient plus les protocoles d'extinction. Ils pourraient même attaquer le Mithride. Garcia étudia les schémas. Dans combien de temps pourra-t-on avoir un prototype fonctionnel? 3 jours, répondit Russell. Mais nous devons le livrer directement au vaisseau principal des Vorn. Rien d'autre n'en affecterait suffisamment à la fois. Une mission suicide, dit Garcia doucement. Pas nécessairement, dit l'amiral Gallagher en entrant dans la pièce. Nous avons développé quelque chose de nouveau. Sur le front, vaisseaux humains et extraterrestres combattaient côte à côte contre les forces Mithrides. C'était une étrange alliance, d'anciens ennemis désormais unis. Ce qui surprit le plus les races du Conseil fut la rapidité avec laquelle les humains partagèrent leur technologie. « Pourquoi nous donner ces armes ?» demanda un commandant Eldar à son homologue humain lors d'une opération conjointe. Le capitaine humain sourit, car il ne s'agit pas de savoir qui règne après, mais de s'assurer qu'il y ait un après. Pendant ce temps, une force d'attaque conjointe se préparait à la mission la plus audacieuse de la guerre. Frank Wilson, désormais promu commandant, informa son équipe mixte, composée d'humains et d'extraterrestres. La cible est le monde de recherche Mithride Exalan 7, expliqua-t-il en désignant des cartes holographiques. Les renseignements confirment que c'est là qu'ils contrôlent l'esprit collectif Vorn. L'appareil du Dr. Russell doit être implanté dans leur centre de contrôle. Un soldat Dracon examina les plans. Leurs défenses sont solides. Nombre d'entre eux ne reviendront pas de cette mission. Wilson hocha la tête. C'est pourquoi je ne demande que des volontaires. Tous les participants, humains comme extraterrestres, s'avancèrent. Tandis que la force d'intervention s'apprêtait à partir, l'ambassadrice Rivera poursuivait son travail diplomatique. De nouvelles alliances se formaient chaque jour, tandis que de nouvelles races rejoignaient la coalition. Les Mithridites ont fait une erreur de calcul, dit-elle à son équipe. Ils pensaient que nous diviser nous affaiblirait. Au lieu de cela, ils nous ont donné un ennemi commun. Son assistante leva les yeux d'un bloc de données. Les rapports en provenance du front montrent que les forces Mithridites se replient sur leurs systèmes centraux. Ils semblent se préparer à une ultime résistance. L'expression de Rivera était déterminée. Puis nous les retrouvons là-bas. La galaxie a suffisamment souffert. À travers l'espace du Conseil, un nouveau respect pour les humains s'est développé. Des histoires se sont répandues de soldats humains risquant leur vie pour sauver des civils extraterrestres, de vaisseaux terrestres résistants face à des obstacles insurmontables. Sur un vaisseau hôpital, un jeune Eldar se remettait des blessures subies lors d'une attaque Mithride. Une infirmière humaine était assise à ses côtés et lui apprenait un jeu terrestre. « Pourquoi nous as-tu aidés ?» demanda l'enfant. « Le Conseil ne t'a pas aidé. » L'infirmière sourit doucement. « Parce que c'est ce que font les humains. Nous nous battons pour ce qui est juste, pas seulement pour nous-mêmes. » La flotte de la coalition se rassembla pour l'assaut final. En son centre, le vaisseau amiral terrestre, Détermination, se préparait à mener la charge dans l'espace Mithride. Le sort de toutes les espèces se jouerait dans la bataille à venir. La planète Mithride se dressait comme un joyau dans l'obscurité de l'espace. Ses cités étincelantes et ses imposantes flèches se dressaient depuis des millénaires.
Ils étaient désormais le dernier bastion d'une espèce qui avait failli conquérir la galaxie par la tromperie. La flotte de la coalition émergea de l'hyperespace en formation parfaite. Des vaisseaux humains ouvraient la marche, suivis de vaisseaux de 2 douzaines d'anciennes races du Conseil. C'était le plus grand groupe de combat jamais réuni. Sur le pont du Determination, l'amiral Gallagher inspectait les défenses ennemies. Les Mithrides avaient rassemblé leurs forces restantes pour une ultime résistance. « À tous les navires, soyez prêts, amiral », dit son commandant en second. Gallagher hocha la tête. « Et l'équipe d'attaque du commandant Wilson ?»« En position. Ils attendent votre signal pour commencer leur approche. » L'amiral prit une profonde inspiration. « Envoyez le message à tous les navires. » L'opération Liberté commence. Les forces de la coalition se sont élancées. Les défenses mithridiennes ont immédiatement ouvert le feu, remplissant l'espace de rayons d'énergie et de projectiles. Mais les boucliers de conception humaine ont tenu bon face à la progression des vaisseaux attaquants. À bord d'un petit vaisseau furtif, le commandant Wilson a mené son équipe vers la surface. Leur mission était cruciale. Installer l'appareil du Dr. Russell dans le centre de contrôle Mithride pour briser leur emprise sur les Vorn. « Feu nourri au-dessus de nous », rapporta sa pilote, une femelle Draken dont les écailles scintillaient dans la faible lumière. Wilson vérifia l'écran tactique. « Restez dans l'ombre de la bataille. Utilisez les débris comme abri. » À ses côtés, un technicien Eldar préparait l'appareil du Dr. Russell. « Cela ne libérera pas seulement les Vorn, » dit-il doucement. « Cela détruira le projet d'ascension Mithride. » « C'est là tout l'enjeu, » répliqua Wilson. « Aucune espèce n'a le droit de sacrifier les autres pour son évolution. » Leurs vaisseaux frémirent en pénétrant dans l'atmosphère. Sous eux, la capitale Mithride s'étendait en cercle concentrique, avec une immense tour de cristal en son centre. « Voilà notre cible, » dit Wilson, le centre de contrôle mural. Pendant ce temps, la bataille spatiale faisait rage. Les tactiques humaines se sont révélées supérieures, les vaisseaux de la coalition exécutant des manœuvres complexes qui ont semé la confusion chez les défenseurs Mithrides. Une à une, les plateformes orbitales ennemies se sont effondrées. Sur le pont des déterminations, Gallagher reçut un message prioritaire de la Terre. Le visage du président Garcia apparut à l'écran. « Amiral, nous avons détecté des relevés énergétiques inhabituels sur la planète Mithride. Ils tentent d'activer leur dispositif d'ascension plus tôt que prévu. » Gallagher fronça les sourcils, avant même d'avoir collecté tout le matériel génétique nécessaire. « Oui, il semble qu'ils aient décidé de s'élever qui que ce soit, plutôt que de subir la défaite. Que se passera-t-il s'ils réussissent ?» L'expression de Garcia était sombre. Le Dr. Russell pense que la libération d'énergie détruirait tout en quelques années-lumière. Des milliards de personnes mourraient. Gallagher se tourna vers son équipage. « À tous les vaisseaux, concentrez vos tirs sur le réseau de défense planétaire. Nous devons ouvrir la voie à l'équipe de Wilson. » À la surface de la planète, le vaisseau de Wilson atterrit dans une zone de maintenance près de la tour centrale. L'équipe s'avança rapidement à travers les tunnels de service, évitant la sécurité Mithride. « La salle de contrôle est 3 niveaux plus haut, » murmura le technicien Eldar en vérifiant son scanner. Ils rencontrèrent une légère résistance. La plupart des forces Mithrides se défendaient contre l'attaque orbitale. L'équipe de Wilson élimina rapidement les quelques gardes rencontrés. Ils atteignirent enfin le centre de contrôle neuronal. À l'intérieur, les scientifiques Mithrides travaillaient frénétiquement sur un panneau de contrôle entourant une structure cristalline vibrante. « C'est tout, » dit le technicien. « C'est tout, entourant une structure cristalline vibrante. »« Voilà, » dit le technicien. « Le nœud de contrôle des Vorn et du projet Ascension. » Wilson fit signe à son équipe. « Allez-y. » Ils firent irruption dans la pièce, maîtrisant rapidement Mithride, surpris. Le scientifique en chef se retourna, ses yeux argentés s'écarquillant. « Vous ne pouvez pas arrêter ça, dit-il. L'ascension a commencé. Nous deviendrons des dieux.
Wilson plaça l'appareil du Dr. Russell sur un nœud de cristal. Non, vous répondrez de vos crimes comme tout le monde. L'appareil s'activa, envoyant des impulsions d'énergie à travers les systèmes de contrôle. Dans toute la galaxie, les vaisseaux Vorn cessèrent soudain de se battre. La connexion entre l'esprit collectif et les créatures fut rompue lorsque celles-ci furent libérées du contrôle des Mithrids. La structure cristalline de la salle de contrôle commença à se fissurer, l'énergie vacillant de manière erratique. « Nous devons partir immédiatement », prévint le technicien. Le retour d'informations détruira cette installation. Alors qu'ils regagnaient leur vaisseau à toute vitesse, l'immense tour commença à s'effondrer. Sur toute la planète, la technologie d'ascension mithride s'effondra, anéantissant leur siècle de planification en quelques minutes. En orbite, l'amiral Gallagher assista à la reddition de la flotte mithride. Privés du contrôle des Vorn et leur projet d'ascension détruit, ils avaient tout perdu. 3 mois plus tard, des représentants de toutes les espèces se réunissaient sur Terre. Ce n'était pas une réunion du Conseil, mais quelque chose de nouveau. Une alliance d'égaux. L'ambassadeur Pierce se présenta devant eux pour proposer une nouvelle charte. Nous nous réunissons non pas pour contrôler, mais pour coopérer. Non pas pour limiter, mais pour grandir ensemble. L'observateur de Thrillin Hob s'acquiesça d'un signe de tête. Le jour où les humains quittèrent le Sénat, quittèrent le Conseil galactique, fut bel et bien celui où l'univers apprit à craindre. Mais ce qu'ils apprirent à craindre n'était pas la colère de l'humanité, mais les conséquences de l'abandon de la justice et de la compassion. Lors de la signature de la charte de l'Alliance Noob, un mémorial fut inauguré à l'extérieur. Elle représentait la capitaine Sophia Martins du Defender, l'humaine qui s'était sacrifiée pour sauver un monde extraterrestre. Dessous étaient inscrits ces mots simples. « Nous sommes plus forts ensemble que séparés. »